Bonjour à chacun d'entre vous, heureuse de vous retrouver et particulièrement heureuse de partager avec vous un petit moment autour de la CNV et de l'agilité et plus particulièrement de la résilience. La résilience étant un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps et lorsque les ergonomes, la Société des ergonomes de langue française, il y a probablement une dizaine d'années, avait focaliser ces journées d'études sur la résilience, je me souviens qu'un certain nombre de mes collègues trouvaient ça aberrant et, euh, et moi j'étais vraiment ravie d'enfin trouver un lieu pour aborder ces questions-là, car pour moi la résilience n'est pas seulement une question individuelle comme tout le travail qu'a fait Boris Cyrulnik, mais aussi une vraie question collective. Probablement que les premiers à s'être emparés de cette question de l'agilité sous l'angle des outils ont été les SS2I avec des cycles de développement produits extrêmement courts qui nécessitaient de s'adapter et de s'adapter aussi à des feedbacks clients, des feedbacks process incessants. Comment garder son professionnalisme, ses ressources dans un tel environnement. C'est le défi des agilistes et cette année, avec Jean Delobel, un agiliste chevronné, nous avons été sollicités par Agilité Lyon 2019 pour intervenir sur le thème de CNV et résilience. J'ai beaucoup de gratitude pour cette expérience qui m'a permis de valider un certain nombre de mes hypothèses dans un domaine qui est loin d'être le mien, autant le domaine organisationnel et de la gouvernance est celui dans lequel j'ai l'habitude d'intervenir, autant l'informatique, pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment pas mon truc. Jean me disait, pour un agiliste, l'agilité, c'est une seconde nature. Au-delà d'une seconde nature, je crois qu'il y a quelque chose de savoureux et de croustillant. Ce truc que je ressentais lorsque je faisais des barres asymétriques, où au moment de lâcher et de se récupérer, il y a quelque chose dans une forme de fluidité, de souplesse du mouvement, avec cet instant de suspension où je suis au défi euh, des lois de ce que je perçois des lois de la physique. Il y a quelque chose un peu comme ça, avec une, une pétillance de l'extraordinaire avec l'agilité. Et quelle que soit cette pétillance de l'extraordinaire, il y a des moments où chacun d'entre nous, agiliste ou non agiliste, étiqueté comme agiliste ou non étiqueté comme agiliste, nous rencontrons des changements, des transformations, des mouvements dans nos vies qui grincent. Des mouvements dans nos vies auxquels tous les outils et les process des agilistes se heurtent. Comment passer un pas de plus? Que disent ces limites et ces grincements? Dans mes périodes agiles, ou dans mes périodes où l'agilité devenait un objectif, car j'en ai eu aussi, eh bien, quand ça grinçait, je fermais mes oreilles. Et j'essayais d'éviter d'être en lien avec ce que me disaient mes réticences. Avec Jean, ce qu'on a voulu montrer et faire expérimenter, c'est qu'au fond, ces réticences, elles parlent aussi de besoins. Elles expriment aussi des besoins. Et que écouter ces besoins, c'est une autre façon de transformer l'obstacle qui, pour l'instant,
émet des grincements. Écouter ce qui grince pour nous dans tel ou tel changement, c'est prendre conscience de ce qui est tellement important, de ce qui, pour nous, une fois pris en compte, permettra d'aller 3 pas plus loin. Et ce n'est pas un caprice que de le prendre en compte. Le prendre en compte, c'est se prendre en compte soi-même à 360 degrés. Et pas seulement s'intéresser à la partie de soi qui s'amuse à faire, qui s'amuse, se réjouit et se ressource à faire des loopings agilistes. Écouter la part qui grince, c'est donner encore plus d'envergure à ce qui est déjà fort agile chez nous. C'est donner plus d'envergure à ce qui est déjà agile chez nous sans s'imposer, sans avoir l'exigence sur soi d'avoir une plasticité sans limite. C'est une façon de s'accueillir aussi soi, avec ces zones plus rigides que d'autres. La rigidité, elle n'est pas que dans les muscles, elle n'est pas que dans les tendons. Et en même temps, dans les muscles, dans les tendons, je ne suis pas kiné, comme au niveau intellectuel ou émotionnel, prendre en considération avec douceur ce qui bloque, c'est une façon de pouvoir aller plus loin. C'est du yoga en fait. C'est une forme de yoga de l'agilité de projet. Du coup, la question, c'est pas être agiliste, c'est être multicarte d'outils et puis rentrer dans sa tenue d'agiliste, c'est en s'appuyant sur ce multicarte et peut-être cette tenue d'agiliste, faire avec l'environnement. Et l'environnement, il peut être externe et interne. Donc il y a ce qui cherche et ce qui change à l'extérieur. Et puis il y a aussi ce qui change et ce qui peut chercher à s'exprimer à l'intérieur. Il y a ce qui cherche à s'exprimer et ce qui change à l'extérieur, comme ce qui peut chercher à s'exprimer et ce qui change à l'intérieur. L'agiliste suprême, c'est pas celui qui nie toute difficulté à la transformation, mais celui qui apprend de ce qui résiste au changement pour aborder la transformation d'une façon différente la fois suivante. Je vous remercie de votre écoute et je vous remercie tout particulièrement d'avoir écouté cette vidéo sur la résilience, car je crois que le plus grand champ d'investigation de résilience que j'ai été amenée à expérimenter pour moi et déjà de mois à mois, c'est bien celui de mes propres limites, de mes propres peurs, de mes propres grincements. Et au fur et à mesure que j'accueille ce qui ne veut pas se transformer chez moi, j'ai l'impression d'accéder à une liberté de plus en plus grande. Et j'ai tellement envie de vous le partager. Très bonne fin de journée à vous et à très bientôt.